Bien, on vous a fait attendre, mais nous étions avec la magistrature avant, donc. Et, alors, tout d'abord, un mot d'explication, parce que lorsque nous avons organisé la table ronde, nous avons tenté d'organiser plus exactement une table ronde des syndicats de policiers municipaux. Il y a eu une malheureuse confusion entre le SDPM et le SNPM. Voilà. Alors, donc, en plus, les choses se sont compliquées puisque il y a eu aussi une polémique avec d'autres syndicats qui ne voulaient pas être auditionnés avec eux parce que le SNPM avait été désaffilié de Force ouvrière. Bien, mais vous comprendrez, alors, donc, mes excuses pour la confusion, mais sur les questions de relations avec les centrales et les organisations, c'est des choses qui nous échappent et qui relèvent de la responsabilité des syndicats et des grandes centrales. Bon, donc, on a, en tout cas ici, à la mission, on n'a pas voulu écarter quiconque, puisqu'on voulait discuter avec finalement tout le monde. Ici, notre seul intérêt, c'est de réfléchir, et nous le faisons depuis le mois de novembre, à travers des auditions, des déplacements, nous allons poursuivre encore jusqu'en octobre prochain, sur les questions de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et c'est à ce titre-là, bien évidemment, que donc, nous vous recevons, Monsieur Cédric Michel, président du syndicat de défense des policiers municipaux, et puis Monsieur Mousset, secrétaire général. Alors, on sait, et on se connaît par ailleurs, puisque c'est venu à Gonesse, mais on sait que les polices municipales occupent une place importante dans la lutte contre l'insécurité, que leurs missions se sont développées et que d'ailleurs au Sénat, un travail a été fait, un rapport a été publié il y a déjà quelque temps et cette semaine a été examinée une proposition de loi, peut-être je vous en dirai quelques mots, proposition de loi sur les polices municipales, dont simplement, je le dis tout de suite comme ça, moi je donne mon point de vue, j'ai bien employé le terme de police municipale et pas de police territoriale. Je considère que le terme de police municipale doit rester le plus pertinent. Je suis d'accord sur des propositions qui sont dans le texte. Par contre, sur des évolutions statutaires et autres, hein, c'est pas le sujet, mais sur le terme de police municipale, parce que police municipale, ça évidemment relève de l'autorité municipale, donc du maire, et non pas, par exemple, du président d'une intercommunalité, même s'il peut y avoir des polices intercommunales, par ailleurs, en termes de gestion de ressources humaines et matérielles. Mais bon, cette proposition de loi a son intérêt, et forcément, notamment en prévoyant la fusion des policiers municipaux et des gardes champêtres, par exemple. Ça, c'est sans doute un progrès. Donc notre mission d'information, elle s'intéresse forcément à la question de l'évolution de la police municipale, mais en même temps, elle s'intéresse globalement aux questions de sécurité et aussi à l'articulation ou à la coproduction entre les différents acteurs de la sécurité au niveau des territoires. Et en même temps, notre approche est véritablement avec le souci de la diversité des territoires ici dans notre pays, entre les territoires qui sont aujourd'hui
géographie prioritaire avec les zones de sécurité prioritaire, mais aussi les territoires ruraux, hein, dans lesquels il y a des formes différentes d'insécurité, mais où les réalités existent aussi. Donc, il nous a paru nécessaire de vous entendre, de bénéficier de votre éclairage sur les sujets qui sont ceux que vous voudrez bien évoquer. Police municipale, lutte contre la délinquance au quotidien, hein, c'est vraiment une mission des polices municipales. Prévention, forcément, aussi, c'est un sujet important. Voilà, alors cette audition, ici dans la salle de la Commission des lois, est retransmise en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale et que les enregistrements restent ensuite accessibles sur demande pendant quelques mois, puisqu'elle est donc retransmise en direct. Ça veut dire que c'est comme une audition publique, hein, je le précise. Je vous laisse donc la parole tout de suite, Monsieur le Président, pour des propos liminaires, et puis après on aura un échange. Nous avons une petite heure. Très bien. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous recevoir aujourd'hui. Avant de vous faire un petit exposé succinct concernant la position de notre syndicat et de la place de la police municipale dans la lutte contre la délinquance, nous vous remercions d'accueillir notre syndicat et nous avons compris la position des organisations syndicales généralistes par rapport aux petits malentendus qu'il y a pu y avoir. Nous comprenons évidemment que l'adhésion aux valeurs républicaines est un principe fondamental pour pouvoir être entendu devant la commission des lois. Ensuite, nous avons pu entendre des propos qui ont été tenus lors de l'audience précédente, lors de l'audition précédente, par le syndicat de la magistrature, je crois. Voilà. Et on a été quelque peu surpris, nous pourrons peut-être en parler juste après, notamment sur l'échange d'informations avec le maire. Donc nous allons commencer un petit exposé, si vous le permettez. Je précise bien évidemment que les autres syndicats de policiers municipaux qui n'étaient pas venus parce qu'ils ne voulaient pas participer à la même table ronde que le SNPM seront eux aussi entendus par nous prochainement, auditionnés par nous prochainement. Hein, comme ça, voilà. Mais vous avez raison de dire qu'en tout cas ici, nous avons au moins un consensus nécessaire et absolu sur les valeurs républicaines. Monsieur le Président, le syndicat de défense des policiers municipaux remercie la Commission d'avoir bien voulu l'entendre dans le cadre de son étude dans la lutte contre la délinquance sur le territoire national. Nous souhaitons indiquer à la Commission que la police municipale, de même peut-être la police territoriale, assure une mission indispensable et indéniable dans la lutte contre l'insécurité, mais que celle-ci reste encore une force qui n'est que partiellement exploitée. Tous les agents de police municipale sont censés exercer les mêmes missions qui sont définies par le Code général des collectivités territoriales, le Code de la sécurité intérieure et divers autres textes. Le maire est le responsable de la sécurité sur le territoire communal. Il est donc juridiquement invraisemblable que des maires puissent décider librement de faire assurer ou non des missions de sécurité à leurs agents qui sont, de par leur nature même, dangereuses. S'agissant des implantations de la police municipale dans des zones dangereuses ou non, justifiant ou non l'armement, cet argument ne tient pas. En effet, il n'est pas envisagé de désarmer les gendarmes et les policiers nationaux dans les zones rurales, par exemple. Pourtant, je vous le rappelle, l'État ne pourra sérieusement faire aucun effort sensible sur la question en termes d'effectifs de forces d'État, et vous le savez. En effet, la Cour des comptes a révélé que sur plus de 200 000 agents de l'État, gendarmerie et police nationale, seuls 5 000 effectifs nationaux ne sont réellement sur la voie publique à l'instant T. Il faut donc considérer que le recrutement de quelques centaines ou milliers de policiers et gendarmes nationaux ne constitue qu'une goutte d'eau diluée dans un océan. Les maires, qui sont représentants de l'État dans la commune et qui, à ce titre, partagent la responsabilité de la sécurité publique, doivent donc participer à cet effort qui, en l'état, reste très insuffisant.
Beaucoup de communes n'ont pas de police municipale ou ont un service inefficient en matière de sécurité publique pour plusieurs raisons. Police municipale désarmée, insuffisance d'effectifs, pas ou peu de missions de sécurité, plage horaire inadaptée, etc. Nous restons donc persuadés que l'armement doit être la règle. De l'armement découlera naturellement les missions de sécurité. On ne peut imaginer, et la population ne pourra imaginer, qu'une police municipale armée ne participe pas à la sécurité publique d'une commune. L'armement est aussi un moyen de défense indispensable dans la société actuelle, mais aussi un élément dissuasif qui fait du policier municipal un véritable agent contre la délinquance. Depuis 2010, le SDPM rencontre assidûment nombre de parlementaires et remet sa plaquette en faveur de la création de la police territoriale. Cette action soutenue a permis le déclenchement du rapport Pinet-Vandérien-Donck du Sénat et la validation d'une proposition de loi cette semaine. Bien que dans ce cadre, il y ait eu une offensive afin de limiter les pouvoirs de police du maire à la seule tranquillité publique, celle-ci a pu être amendée et les pouvoirs du maire préservés. Cette proposition devra permettre, et l'État devra soutenir, la création de polices intercommunales, notamment en zone rurale, là où la délinquance n'épargne plus les campagnes, mais là aussi où la gendarmerie n'arrive plus à la juguler, comme l'a rappelé à juste titre le général Soublé. Les forces de l'État doivent pouvoir se réorienter sur la police judiciaire, la traque des auteurs et la lutte contre la délinquance affirmée, afin que les forces locales de police territoriale puissent occuper activement le terrain et assurer une véritable prévention de l'insécurité. Nous avons proposé que le Fonds interministériel de prévention de la délinquance puisse soutenir la création de polices territoriales en zone rurale, là où les finances seraient difficiles. L'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués doit pouvoir contribuer également au financement de ces services. Le développement de la police municipale en police territoriale nécessite également de prendre en considération les aspirations sociales et statutaires des policiers municipaux oubliés depuis des lustres par la classe politique, parfois méprisés par les autres forces de sécurité ou de la fonction publique, alors même que tout le monde s'accorde à féliciter le travail remarquable des policiers municipaux. Comment est-il possible qu'un policier municipal qui assure la même mission, avec les mêmes risques, qu'un gardien de la paix en zone urbaine ou qu'un gendarme en zone rurale puisse avoir une carrière sociale désavantagée, un statut moindre et surtout risquer sa vie en étant moins protégé? Comment est-il possible que les policiers municipaux soient des agents de catégorie C, alors que cette catégorie est normalement réservée aux emplois subalternes, sans responsabilité et sans formation particulière? Peut-on considérer que l'application des pouvoirs de police n'est pas une lourde responsabilité, que le concours et la formation des policiers municipaux sont autrement plus poussés que l'employé communal ordinaire, et je le dis sans mépris vis-à-vis de ces emplois? Le dialogue social au sein de la profession doit être réformé, et le projet de police territoriale qui arrivera entre vos mains en est une bonne occasion. Il n'est pas normal que les aspirations de la très grande majorité des policiers municipaux ne soient pas entendues et seulement discutées. Cela est légitime. Cela doit pouvoir être discuté démocratiquement face à des syndicats démocratiquement élus par les policiers municipaux. Tout comme les pompiers, ou même les gardes forestiers, qui ne sont pourtant que 600 dans le ministère de l'Agriculture, la profession doit pouvoir bénéficier d'élections professionnelles. Ainsi, le SDPM propose la création de la commission consultative de la police territoriale, basée sur les élections à des CAP de la police territoriale à l'échelle départementale ou régionale, s'alignant ainsi sur les prochaines réformes territoriales. Malheureusement, si la classe politique, État et parlementaire continue de feindre d'ignorer les aspirations légitimes de notre profession, alors que celle-ci est inéluctablement de plus en plus sollicitée face à la délinquance, elle va s'exaspérer, s'unir et risque de faire échec à toutes les tentatives, tous bords confondus, de lutte contre l'insécurité. Ce n'est pas en ignorant une situation, vous le savez, qu'on la résout. Elle ne fait que s'amplifier et pourrir. Eh bien, ça introduit
la discussion, bien évidemment. Euh, Repartons de la proposition de loi sénatoriale. L'expression police territoriale, ça vous convient par rapport à police municipale. N'y a-t-il pas... alors, parce qu'il y a l'expression police territoriale, donc, dans la proposition de loi sénatoriale. Il y a un article qui n'a pas été adopté, mais qui montre bien quelle est la logique, qui est d'accorder un pouvoir de police au président de l'intercommunalité. Ça n'a pas été adopté. Le ministre Bernard Cazeneuve a exprimé plutôt son désaccord sur le terme de police territoriale, même si l'article a été voté. Comme vous l'avez dit, ça viendra ici ensuite. Et que personnellement, moi je considère que sur cette question-là, après il y a les autres sujets que vous avez abordés, là on peut les aborder, et on les abordera, mais que sur cette question-là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut savoir qu'il y ait de la cohérence, donc de l'efficacité. Il faut savoir si c'est le maire qui doit rester, qui doit avoir le pouvoir de police et non pas le président de l'intercommunalité, un territoire donc constitué de plusieurs communes forcément, et qui, à partir de là, puisque le maire a le pouvoir de police, c'est quand même depuis longtemps un principe républicain fondamental, et que de ce fait, il a aussi d'ailleurs reconnu plus récemment un pouvoir en matière de politique locale de prévention de la délinquance. Bon, tout ça a sa cohérence. Donc, je crains que moi, en parlant de police territoriale, parce que les mots ont un sens, on parle plus de police municipale, donc on remettra en question, on ne le fait pas là, mais on pourrait aller dans ce sens-là, remettre en question le pouvoir du maire. Donc, moi, par contre, je suis pour des polices intercommunales, encore une fois, sur la gestion, sur la mutualisation des ressources humaines, des matériels, des équipements, etc. C'est autre chose. Mais actuellement, lorsque on a une police intercommunale, il y en a une pas très loin de chez moi, une police municipale, comme vous savez, communale, mais dans une intercommunalité voisine, il y a une police intercommunale, mais quand la police intercommunale intervient sur le territoire de la commune, elle est sous l'autorité du maire de la commune, et pas du président. Hein, donc, la loi ne permet pas. Donc, je veux dire que là, pourquoi et les sénateurs voulaient aller jusque-là. Alors, ils enlevaient l'ambiguïté, c'est qu'ils donnaient un pouvoir d'OPJ, au président de l'intercommunalité, sans retirer forcément celui du maire, donc sans retirer le pouvoir du maire. Mais quelque part, donc, on prend le risque à ce moment-là d'avoir une sorte de double pouvoir en matière de police municipale qui pourrait être source de difficultés. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'introduire de la difficulté là où il n'y en a pas, puisqu'on a besoin surtout de rechercher de l'efficacité. Alors, donc, ça, c'est un point. Hein, ça, c'est un point. Par contre, qu'il faille améliorer les statuts des policiers municipaux, les rémunérations, moi, je pense que ça, c'est légitime. Ça fait partie de la reconnaissance. Hein. La question de l'armement est une question forcément un peu compliquée. Vous n'êtes pas le seul à avoir cette position. Hein. D'ailleurs, c'est aussi le cas du SNPM. Hein. Nous en dit la même chose là-dessus. Hein. Bon. Et donc, voilà, je pense que... Et vous avez demandé donc aussi qu'il y ait des... Là, je l'ai noté, élections professionnelles. Donc actuellement, effectivement... ce qui d'ailleurs, en termes de reconnaissance des organisations syndicales,
serait une façon de régler le problème. Hein, il y avait des élections professionnelles, ça c'est sûr. Bon. Et puis peut-être aussi, vous avez indiqué qu'il faut soutenir la création de polices municipales dans les territoires ruraux. Et donc, les incitations financières à travers le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il pourrait y avoir d'autres façons de le faire, mais vous avez suggéré le FIPD qui, vous savez, attention, a un objectif, c'est la prévention de la délinquance. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne ressource et le bon dispositif pour financer, mais je reconnais qu'il y aurait sans doute nécessité de permettre de soutenir la création de polices municipales sur les territoires ruraux. Je vous en prie. Bon, d'abord sur la police territoriale. Effectivement, le gouvernement a présenté 2 amendements. Un premier amendement pour supprimer le terme, la notion de police territoriale, pour revenir à une notion de police municipale. Le consensus qui s'est dégagé des sénateurs, c'est qu'on garde le terme police territoriale, parce qu'il y avait une volonté de pouvoir développer donc l'intercommunalité. Donc il y avait un conflit entre police municipale, intercommunale, pratique. Il y avait aussi une volonté de pouvoir créer des polices à l'échelle des départements et des régions. Donc c'était antinomique, on ne pouvait pas avoir une police municipale, départementale ou régionale, notamment pour la gestion des parcs départementaux, ou même, pourquoi pas, dans le cadre d'actions spécifiques, au niveau des sorties de collège ou des lycées, là où ça pourrait poser problème. Donc la notion a été conservée. Pour ce qui est, ensuite, il y a la profession, notre positionnement, et ensuite le pouvoir de police. Notre positionnement est que la police municipale a besoin d'une réforme profonde qui est aussi basée sur l'image de marque. Aujourd'hui, nous souffrons d'un déficit de reconnaissance dans la population, au travers des élus, et nous pensons qu'une réforme profonde de la police municipale doit s'accompagner aussi de la création d'une véritable nouvelle police, donc la police territoriale, qui pourrait mettre à bas donc les idées reçues, parce qu'il y aurait donc un développement de la formation qui irait avec la question de l'armement. Voilà. Ensuite, les pouvoirs de police du maire, je pense que les sénateurs ont voulu au contraire ne pas compliquer la situation, mais la faciliter. Aujourd'hui, dans une police municipale intercommunale, nous avons chaque maire qui applique les pouvoirs de police sur sa commune. Donc, si les positionnements sont différents entre d'un maire à l'autre, la police municipale doit travailler différemment d'une commune à l'autre, quand bien même ce serait le même service. Donc, nous avons à l'échelle intercommunale une police intercommunale où les maires se sont entendus, mais où les pouvoirs de police ne sont pas appliqués de la même façon d'une commune à l'autre. Ensuite, il y a la question du volet opérationnel. Les policiers municipaux, malgré tout, reçoivent leurs ordres de leur hiérarchie. Si les policiers municipaux doivent faire un petit peu le tour des maires pour avoir des ordres spécifiques sur la commune, ça devient compliqué. Nous pensons que les maires qui se sont entendus pour créer la police municipale intercommunale doivent pouvoir s'entendre sur la politique de sécurité de la commune et déléguer quelqu'un à ce titre qui va gérer la sécurité sur le plan opérationnel. Ça résulte d'une certaine confiance entre les élus. Ensuite, mais pas jusqu'à donner le titre d'OPJ au président. Mais, si, parce que juridiquement, les policiers municipaux sont sous les ordres de leur chef, donc APJ adjoint, agent de police judiciaire adjoint, sous les ordres de l'officier de police judiciaire. Donc je pense qu'il apparaît nécessaire que le président de l'intercommunalité épouse la compétence de l'officier de police judiciaire sans forcément décharger le maire, les maires de chaque commune. Ensuite, ce sont aux maires qui se sont entendus pour créer la police municipale intercommunale de s'entendre pour aller jusqu'au bout de la logique et doivent pouvoir s'entendre en déléguant une politique de sécurité consensuelle au président de l'intercommunalité. C'est un point sur lequel, de désaccord, là. Enfin, en tout cas, personnellement, je pense que c'est dangereux
et que c'est un abandon du pouvoir de police du maire qui serait acté à ce moment-là. Donc heureusement, ce n'est pas le cas, puisque cet article n'a pas été voté. Oui, dans la même logique, il y a eu une offensive effectivement de limiter le pouvoir de police à la seule tranquillité publique, sur le rôle moral, sans enlever les compétences des policiers municipaux. Mais de là serait né un débat juridique sur le rôle du maire dans la lutte contre l'insécurité et de l'incertitude. Pour la vidéosurveillance et le FIPD, enfin pour le FIPD, pourquoi il peut financer le développement des polices intercommunales? Parce que le FIPD finance déjà la vidéosurveillance, qui est à la fois une action de prévention et de répression. Donc, de la même manière, il peut financer le développement de la police municipale intercommunale, parce que la police municipale est un outil de prévention et de répression. Ensuite, il y a d'autres outils. Il y a la saisie donc, des biens des infractions de délinquance. Les policiers municipaux participent à la lutte contre la délinquance. Donc, ça finance, on le sait aujourd'hui, des services de police nationale, de gendarmerie. Pourquoi pas aussi allouer un budget, une petite part, ou une part peut-être plus conséquente, pour les policiers municipaux, pour le développement des polices municipales. Réagir puisque vous parlez des policiers nationaux, vous savez qu'il y a des organisations syndicales dans la police nationale qui sont pour la fusion entre la police et la gendarmerie, certes, mais aussi la fusion police municipale avec la police nationale. Est-ce que ça vous fait réagir comment, ça? Alors, la construction historique de la police municipale fait que nous existons. Il y a une raison. Les maires ont un pouvoir de police. C'est la République qui leur a donné, qui l'a confirmé. Aujourd'hui, comme nous l'avons rappelé, Alain Bauer l'avait déjà dit, la Cour des comptes l'a confirmé. Donc, inclure les policiers municipaux dans la police nationale serait une goutte d'eau diluée dans un océan. Sur 200 000 fonctionnaires, il n'y en a plus que 5 000 sur la voie publique. Aujourd'hui, les policiers municipaux, leur travail, c'est d'être sur la voie publique et de n'être que sur la voie publique. Le risque d'une telle position, d'une telle mesure, je ne pense pas qu'un jour elle soit adoptée, mais c'est que finalement, il y ait moins de monde sur la voie publique. Je pense que le rôle des policiers municipaux, c'est une véritable police de proximité. Il faut qu'elle reste sur la voie publique, il faut qu'elle soit en lien avec le maire, qui lui-même est en lien avec la population. Donc, il faut quand même une certaine proximité à problème local, solution locale. La police nationale est une grande institution, la gendarmerie est une grande institution, mais on ne peut pas appliquer la même politique de sécurité à Nice, à Marseille, à Gonesse, à Bordeaux, à Arcachon, à Strasbourg. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, finalement, et rassurez-vous, ça m'étonnerait que dans nos conclusions, on retienne cette proposition de la fusion. Donc, et s'agissant des polices municipales, précisément, ça valide pour moi ce que vous dites, le fait que ça doit bien rester un pouvoir du maire, et je dis bien le maire. Je mets, moi, un peu en garde contre la notion de police territoriale. Attention à des effets pervers qui pourraient survenir. Je comprends. Ceci étant, j'incline à penser que les maires sont responsables. Ils doivent pouvoir s'entendre à l'échelle intercommunale, qui reste un territoire quand même assez restreint, pour avoir une politique de sécurité qui est commune. Les problèmes des maires voisins sont souvent similaires. Donc, on doit pouvoir, même s'il y a un problème particulier sur une commune plutôt qu'une autre, les maires doivent pouvoir s'entendre pour dire au président de l'intercommunalité délégué, dans cette commune, nous allons travailler de cette manière, et accentuer peut-être
un peu plus la répression ou la prévention sur une autre commune. De la même manière que dans une même commune, on travaille différemment d'un quartier à un autre. Moi, je suis d'accord dans une intercommunalité. Comme il peut y avoir une politique de sécurité partagée entre les maires définie, par exemple, s'il y a un schéma de tranquillité publique, mettons, comment la police municipale va la mettre en œuvre de façon différenciée d'une commune à l'autre, peut-être parce que les réalités peuvent être différentes en matière de tranquillité publique et de délinquance. Ça, on peut le concevoir. Mais il appartient, une fois que ça c'est défini, partagé entre les maires, ensuite à la police intercommunale qui est sur le territoire X, la commune X, là, de le mettre en œuvre, mais sous l'autorité du maire de la commune X, qui a son pouvoir de maire, et donc qui est au PJ. Bon. Et puis, et sur la commune Y, ça sera le maire de la commune Y. Mais on peut avoir une police intercommunale sans donner donc au président de l'intercommunalité un pouvoir de PJ. Car, alors évidemment, à l'avenir, on pourra dire que le président qui sera élu, pourra être élu, il y a déjà là, depuis les dernières élections municipales, donc le suffrage universel, mais attention donc à ne pas programmer à travers ce qui est quand même très symbolique, hein, les pouvoirs de police du maire et les polices municipales, finalement, sinon à la fin des communes, en tout cas, d'aller vers cette tendance. Certains ont ça en tête quand même. Alors, je comprends que certains maires soient attachés au symbole de la commune, à la proximité et à leur pouvoir de police du maire qui va avec le rôle du maire. La proposition de déléguer, encore une fois, le pouvoir de police, ou du moins de donner la qualité d'officier de police judiciaire au président de l'intercommunalité, c'est un souci d'efficacité, c'est un souci de sécurité juridique. Aujourd'hui, il y a quand même une incertitude juridique quand nous avons des policiers municipaux administrativement employés par l'intercommunalité, alors que judiciairement, ils sont sous les ordres de chacun des maires différents. Donc ce n'est pas le même employeur. Lorsque la vidéosurveillance est apparue, nous avons eu des recours, des avocats qui ont fait leur travail et qui ont fait tomber en nullité des procédures relevées par les policiers municipaux pour des problèmes de compétences, de placement sous les ordres de l'OPJ territorialement compétent ou du maire. Et donc moi je crains que si ce point n'est pas éclairci, cela puisse poser un débat juridique. Ensuite, sur le symbole et la proximité des maires, il n'est pas aujourd'hui question de les décharger de leur pouvoir de police, puisque au contraire, ça a été réaffirmé. Les pouvoirs de police ont été préservés, ça a été dûment amendé, et ils ont été confirmés dans leur responsabilité. Maintenant, on ne peut pas avoir, je pense, des politiques de sécurité trop différentes d'une commune à une autre, et c'est là que les maires doivent s'entendre, parce qu'il y a un phénomène qui existe, c'est qu'il y a des maires qui ont des polices municipales développées et qui repoussent la délinquance aux frontières des autres communes. Et nous avons d'autres maires qui ont peut-être moins les moyens de développer leur police municipale, qui pourraient l'avoir dans une forme d'intercommunalité et qui subissent un petit peu cette délinquance repoussée. Sur un autre sujet quand même important, sur lequel je souhaiterais avoir votre point de vue, c'est la formation. Tout à l'heure, vous avez évoqué le rapport de la Cour des comptes sur la police nationale, le temps de travail, mais dans ce rapport, qui date de 3 ans bientôt, la Cour recommandait de créer une obligation de formation continue pour les directeurs de police municipale. Que pensez-vous de cette proposition? Et est-ce que la formation des policiers municipaux, aujourd'hui, telle qu'elle est pensée, organisée, faite,
vous paraît-elle satisfaisante ou pas, et quelles propositions votre organisation fait-elle sur le sujet? Les policiers municipaux sont globalement bien formés. Aujourd'hui, tout ce qui va dans le sens de la professionnalisation est positif. Donc, les directeurs de police municipale doivent avoir une formation continue. D'autant plus qu'il y a eu une vague d'intégration d'un certain nombre d'agents contractuels et aussi d'agents qui ont une passerelle et qui n'étaient pas issus de la profession de policier municipal. Donc, la formation continue de tous les cadres d'emploi apparaît nécessaire, donc y compris pour les directeurs de police municipale. L'autre question, j'ai... Sur la formation, est-ce que vous avez des propositions nouvelles? Oui, effectivement, aujourd'hui, encore la Cour des comptes avait épinglé la gestion du Centre national de formation du CNFPT, de la fonction publique territoriale. Le rapport a été assez incisif, il a révélé une gestion financière hasardeuse, un poids des syndicats qui était très important, un financement des syndicats qui était opaque. Aujourd'hui, à l'instar de la police nationale et de la gendarmerie, nous pensons qu'il est nécessaire de créer une école de police municipale qui pourrait être rattachée au ministère de l'Intérieur et qui pourrait se décliner en plusieurs centres, afin de centraliser la formation des policiers municipaux et d'uniformiser leur formation. Aujourd'hui, les divers centres de formation des CNFPT assurent une formation qui n'est pas toujours la même, et le recrutement des formateurs peut poser parfois question, même si la formation est quand même positive. Mais autant aller vers le mieux. C'est pour ça que nous proposons la création d'une école centrale de police municipale avec 2 ou 3 centres. Oui, mais alors une école centrale, vous avez dit tout à l'heure sous l'égide du ministère de l'Intérieur, c'est quand même une contradiction à vouloir d'un côté une police territoriale et puis à se placer en matière de formation sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Et le CNFPT, évidemment, c'est Centre de formation public territorial. Aujourd'hui, le CNFPT est géré de manière paritaire avec les syndicats. La formation des policiers municipaux doit être une formation sérieuse et les problèmes soulevés par la Cour des comptes n'ont pas été résolus. Donc, il faut prendre des mesures. L'école, pour moi, garantirait un niveau de formation minimal, dépolluerait la question des finances et de l'influence syndicale, mais n'enlèverait pas l'attachement des policiers municipaux à la commune, à la collectivité territoriale. L'école peut être financée par les collectivités territoriales. On déplacerait les finances qui sont allouées au CNFPT au prorata de nombre de policiers municipaux de chaque commune à l'école. Donc on n'enlèverait pas le lien, du policier municipal à sa commune. Je pense même que ça coûterait moins cher. Parce qu'aujourd'hui, le formateur, il est payé dans sa commune. Il est détaché au CNFPT, il est payé à nouveau par le CNFPT. Ce que nous proposons, c'est que les formateurs du CNFPT, les formateurs de l'école, soient détachés à l'école et rémunérés par l'école le temps où ils sont en fonction à l'école. Donc il n'y aurait pas de double rémunération. Peut-être alors une dernière question pour moi que je vais vous poser, c'est sur les effectifs de police municipale au niveau national. Vous les évaluez à combien? Parce que je ne suis pas sûr qu'on ait un chiffre tout à fait exact. Donc là-dessus, on dit aux alentours de 20 000, peut-être un peu moins. Quel est le chiffre et sur quelle base vous le proposez? Je parlerai en termes de forces de public locales, de sécurité. Aujourd'hui, nous avons les policiers municipaux, mais il n'y a pas que les policiers municipaux. Il y a la question des agents de surveillance de la voie publique. L'État les évalue à 9 000, mais un rapport d'il y a
4 ans, les évaluer à 15 000. Il y a les effectifs de la ville de Paris. Il y a des inspecteurs de la salubrité. Il y a les agents de la circulation. Donc tout ça, ce sont des effectifs non policiers municipaux qui se rajoutent aux forces de sécurité locales. Donc les policiers municipaux sont 20 000, mais les forces de sécurité locales entendraient plus vers 30 000, voire un petit peu plus, comptant les ASVP, comptant les ASP, mais effectivement, on n'a pas de données, on a des données contradictoires. Donc, justement, la réforme de la police territoriale, en incluant les ASVP ou en donnant un statut renforcé aux ASVP, avec des garanties de formation, comme le Sénat l'a souhaité, pourrait éclaircir la situation. Alors, une toute dernière question. Dans le cadre de la coproduction de sécurité entre les polices municipales d'un côté et la police nationale ou la gendarmerie de l'autre, est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment que, surtout dans la période récente où il y a eu une diminution des effectifs dans la police nationale et dans la gendarmerie, hein, il y a eu entre 2007 et 2012, 13 700 postes qui ont été supprimés. Mais déjà, il y avait une tendance de la police nationale, surtout en zone police, en tout cas, c'est ce que je connais le mieux, à finalement être moins présente sur l'espace public, être moins visible, et finalement à quelque part se désengager. Et évidemment, ce sont les polices municipales, dès lors, qui pallient souvent des insuffisances des forces de sécurité nationale. Alors, c'est d'ailleurs sans doute ressenti par les policiers municipaux et qui, à travers vous et d'autres, de ce point de vue, disent on n'est pas suffisamment reconnu de ce fait aussi, hein, par rapport à des missions qui deviennent aussi sur certains territoires plus difficiles. Aussi d'ailleurs, pour ça sans doute que vous demandez l'armement, etc. Alors, dans une bonne définition des choses, parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a des polices municipales, donc locales, mais il y a aussi toujours les missions régaliennes de l'État, donc il y a une police nationale, il y a une gendarmerie. Tout ça ne fusionne pas, mais doit coexister, coexister, et donc travailler ensemble en complémentarité. Il faut donc que, par exemple, dans les ZSP, actuellement, on peut le faire parce que... mais on devrait aussi pouvoir le faire en dehors des ZSP. Comment donc travailler ensemble de façon complémentaire sans que les uns disent aux autres, bien vous faites à ma place, sans que les polices municipales soient notamment des supplétifs en quelque sorte. Hein, le sentiment que parfois les policiers municipaux ont des forces de sécurité nationale. Donc comment un peu équilibrer les choses mieux, comment veiller à cela, parce que l'État ne peut pas dire nous, mission régalienne, police nationale, gendarmerie, et puis pas être donc d'exercer pleinement ses responsabilités, et puis de dire, et ça se fait après au niveau local, hein, le commissariat appelle la police municipale, vous pouvez nous aider là, parce que, vous faire à notre place même, éventuellement. Bon, il y a là, moi je suis pour les complémentarités, il faut les définir, il faut l'écrire même. Et comment... alors, il y a les conventions de coordination, fameuses conventions de coordination, qui sont souvent, d'ailleurs, assez nébuleuses. Donc, comment on pourrait réfléchir dans ces conventions, redéfinies, ayant précisé, vraiment précisé, parce que pas ce qu'elles sont, et puis dans la pratique, finalement, que les choses soient
envisagé de telle façon que les polices municipales aient leur place dans les missions qui sont les leurs, définies par la loi, reconnues par la loi forcément, mais pas des missions un peu par trop supplétives, quoi. D'abord, sur une des premières mesures qui pourrait être adoptée, c'est de mettre la police municipale dans les ZSP. Il y a 2 groupes de travail. Il y a un premier groupe qui concerne les forces de sécurité et un deuxième groupe qui s'appelle la cellule de coordination. Curieusement, la police municipale n'est pas dans le premier groupe forces de sécurité. Elle est dans la cellule de coordination. Et ça, ça nuit donc à la coordination. Une mesure qui a été surprenante, on ne l'a pas comprise, et nous demandons justement qu'on soit dans la première cellule des forces de sécurité. Ensuite, il y a les conventions de coordination. Moi, Là, il faudrait que le maire y soit aussi, par définition. Oui, tout à fait, tout à fait. Je constate que la personnalité du maire y est pour beaucoup dans les situations. Nous avons des maires très engagés, très volontaristes, parfois influents, qui ont de très bons rapports, leur police municipale a de très bons rapports, une très bonne complémentarité avec la police nationale. Et dans des secteurs, dans d'autres communes, il y a des maires moins volontaristes, moins penchés sur les questions de sécurité, qui laissent un petit peu faire, et puis finalement les rapports qui devraient exister deviennent des rapports humains entre les policiers municipaux et policiers nationaux, et ça nuit à la coordination qui devrait exister. Donc aujourd'hui, tous les maires n'assument pas forcément leur rôle en matière de sécurité. Donc là, c'est un travail de prise de conscience que les maires doivent avoir dans la lutte contre l'insécurité. Ensuite, la notion d'État régalien, je voudrais préciser quand même qu'il n'y a pas l'État régalien et les maires de l'autre. Le maire est le représentant de l'État républicain dans la commune. Donc il doit participer à l'effort de sécurité. Il n'y a pas aujourd'hui de clarification précise, hormis en matière de maintien de l'ordre, dans le rôle que doit assumer précisément le policier municipal et les forces de l'État. On n'a pas dit les forces de l'État se concentrent sur la police judiciaire et les policiers municipaux sur la voie publique. C'est un petit peu du cas par cas, de la coordination qui se fait comme ça. Les conventions de coordination laissent la liberté aux maires, mais comme on vient de dire, si les maires ne veulent pas, ceci conjugué au fait qu'un petit peu il y a des maires qui sont plus ou moins influents et qui grappillent des effectifs de police nationale, et d'autres qui le sont moins et qui sont un peu désavantagés et qui voient leur commissariat fermé ou leur poste de police fermé. Donc, effectivement, il faut une clarification des missions, mais il faut aussi une prise de conscience du rôle du maire. Et ça, c'est difficile pour nous, ça doit venir d'en haut. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres points à soulever ? Non ? Si ? Alors allez-y. Nous avons entendu l'audition précédente des deux magistrates. Nous avons été un petit peu choqués parce qu'il y avait une méconnaissance du rôle du maire et de la transmission des informations qui doit exister entre la justice et le maire. Bon, d'une part, le maire, il est élu démocratiquement par le peuple. Sur le plan moral, je parle. La justice rend ses décisions au nom du peuple français. Il me semble légitime que le maire, dans son travail de proximité, de lutte contre l'insécurité, de prévention de la délinquance, soit au fait, au moins au fait, sans, je ne dis pas qu'il connaisse le contenu des déclarations de chacun, mais qu'il soit au fait que telle personne ou telle personne entre en prison ou sorte de prison. Ça me paraît légitime. D'autant plus que le secret de l'instruction, de la justice est à géométrie variable. On se rend compte aujourd'hui que les médias sont au courant des personnes qui sont arrêtées avant même les élus, avant même les maires. Donc, ce n'est pas normal. Ça, c'est sur le plan moral. Sur le plan légal, il est prévu des échanges d'informations entre le procureur de la République
et le maire. Alors aujourd'hui, ce n'est que partiellement appliqué. Il faut que le maire aille chercher les informations. Mais effectivement, pourquoi pas faire tomber les barrages idéologiques pour associer véritablement la justice à l'échange d'informations sans forcément connaître, que je le dis, le détail de ce qu'on dit les uns et les autres sur un tel ou sur un tel, mais au moins sur les personnes qui sont soupçonnées de commettre des délits, d'être des délinquants, d'autant plus que les maires sont au centre. Avant, c'était le préfet, mais ce sont les maires qui, aujourd'hui, sont au centre de la prévention de la délinquance et qui ont un pouvoir important. C'est le pouvoir, aujourd'hui, de participer à la transaction, de participer avec les travaux d'intérêt généraux, en accord avec le parquet, de participer au rappel à l'ordre. Donc, il faut quand même qu'il y ait un échange d'informations. Et tout à l'heure, j'ai entendu la juge d'instruction dire « mais moi, je ne vais pas aller à la réunion de convention de coordination, je vais parler généralement, mais je ne vais pas parler des affaires. » Ça, c'est une barrière idéologique, et en plus, ce n'est pas conforme au texte. Merci pour ce commentaire. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette communication et cet échange.